Bala, c'était un homme d'apparence simple. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Le genre d'homme qu'on appelait Monsieur le tailleur même par les enfants, parce qu'il cousait avec une rigueur presque divine. Il ne parlait jamais pour ne rien dire. Quand il riait, c'était de bon cœur, mais rare. Il était le genre de mari qu'on rêve d'avoir, mais qu'on croise rarement. Nadie, elle, portait la beauté d'une calebasse bien sculptée. Une femme de marché, une vraie. Une voix douce, un sourire franc, mais dans son regard, dans son regard on pouvait lire une tempête qu'aucun parapluie ne pouvait arrêter. Elle vendait des mangues, du piment sec, des feuilles de manioc, mais son ventre, lui, ne portait pas de fruits. 12 saisons de pluie. 12 fois le tam-tam des autres annonçait une naissance, mais pas chez eux. Ils avaient tout essayé. Et quand je dis tout, je parle même des choses dont on ne parle qu'à minuit quand les lampes sont éteintes et que les murs ont promis de se taire. On les voit assis sur leur lit en bois, dos à dos, chacun perdu dans ses pensées. Bala regarde le plafond comme s'il cherchait une réponse gravée entre les termites. Nadie, elle, serre un tissu entre ses doigts, les yeux rougis, mais secs. Elle a pleuré toutes ses larmes, il ne reste plus que le sel. Leur maison est belle, pas riche, mais digne. Le genre de maison qui sent le savon noir et l'encens. Mais elle est trop silencieuse. Pas de cris d'enfant. Pas de biberon. Même pas une poupée oubliée sous la table. Rien que le bruit des aiguilles de Bala et les soupirs silencieux de Nadie. Au village, les femmes parlaient. Les commères. Des paroles qui glissent comme du poison. Une femme sans enfant, c'est comme une marmite sans fond. Peut-être qu'il a gâté son chemin dans sa jeunesse. Ou peut-être qu'elle a mangé les enfants d'une autre dans une autre vie. Même leur propre famille commençait à douter. Les conseils de grand-mère pleuvaient. Faites le bain dans les feuilles d'acpès. Allez chez la vieille maman Ténée. Elle voit les choses avec les coris. Mettez une épine d'acacia sous le lit pendant la pleine lune. Et pourtant, rien. Le médecin avait dit. Tout est normal, médicalement. C'est peut-être le destin. Mais Bala n'était pas homme à croire que le destin pouvait être une prison. Et Nadie ne voulait pas être définie par un vide. Alors, ils ont persisté. Et c'est là que l'histoire prend son tournant. Une rencontre. Un nom soufflé entre deux gorgées de thé. Un conseil qui aurait dû être un simple murmure. Mais qui devint un tambour dans les oreilles de Bala. Tamba. L'ami de longue date. Le genre d'ami qui te sourit toujours trop, qui a des conseils pour tout, même pour les choses qu'il n'a jamais vécues. Il arrive un soir, avec ses lunettes foncées même quand le soleil est parti. Il dit. Bala, il existe un homme, un ancien, un marabout. Il ne vit pas ici. Il vit là-bas, dans le village de Soukabou, au bord de la rivière Nkassa. C'est lui qui m'a sauvé quand plus personne ne croyait en moi. Bala hésite. Il a ses valeurs, ses doutes, sa foi. Mais quand un homme a tout essayé sauf le diable, il commence à tendre l'oreille au murmure des ténèbres. Il en parle à Nadie. Elle baisse les yeux, mais ne dit pas non. Elle dit juste. S'il y a une chance, même d'un fil de pagne, je veux bien tirer dessus. Et pendant qu'il prépare le voyage, ce que Bala ne sait pas, c'est que Tamba a déjà vendu son nom au vent. Il est allé voir le vieux marabout avant lui a dit. Quand Bala viendra, ne lui donne pas le bon chemin. Ne lui donne pas le vrai remède. Laisse l'alliance se faire, et prends ton dû. Pourquoi? Peut-être la jalousie. Peut-être qu'il aimait Nadie en secret. Ou peut-être que certains hommes aiment juste voir les autres s'enfoncer pendant que tiennent la corde. Mais le couple, innocent, sincère, épuisé, prend la route un matin. Ils quittent la ville, les habits bien pliés dans une valise en plastique, et leurs espoirs attachés comme des colis sur une moto-taxi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Ils ont commencé par les hôpitaux. Ces hôpitaux-là, où les ventilateurs tournent plus que les diagnostics. Où les blouses blanches ont souvent les poches vides et les regards flous. On voit Bala tenir la main de Nadie dans une salle d'attente. Elle serre un dossier, usé par le temps, comme si chaque page contenait une partie d'elle-même.
Le médecin regarde les résultats, puis balaie l'air avec un soupir. Tout semble normal, monsieur, madame. Peut-être que c'est le stress. Peut-être que c'est l'inconnu. Le genre de phrase qui tue lentement. L'inconnu? Quand tu vis dans une maison où chaque coin te rappelle qu'il manque quelqu'un. Ils sont repartis. Encore une fois. Avec une ordonnance pour patience et espoir. Alors, naturellement, ils ont pris le chemin des ancêtres. Là où la science recule, la tradition prend ses aises. Les guérisseurs. Les visionnaires. Les prophètes à la voix rauque. Ils sont allés chez Maman Beyala, la grande prêtresse au Kori. Puis chez Jamuna, le vieux qui crache sur les feuilles avant de lire les vents. Et même chez le docteur spirituel, celui qui parle aux esprits dans une langue que personne ne comprend, même pas lui parfois. On voit Nadi allongée sur une natte, couverte de feuilles, le ventre badigeonné d'argile. On voit Bala, torse nu, attaché à un arbre, pendant qu'un homme peint des signes sur son dos. Ils ont bu des décoctions qui sentaient plus la punition que le remède. Ils ont marché pieds nus à l'aube, ils ont dormi dans les bois, prié sous la pluie. Mais rien. Rien sauf la fatigue. Et le goût amer du « peut-être demain ». Puis vient Tamba. Ah. Tamba. L'ami qu'on n'invite jamais vraiment, mais qui est toujours là. Le genre d'homme qui te regarde en souriant, mais dont les yeux fuient comme un voleur de chèvres. Il débarque un soir, comme toujours, avec une bouteille de vin de palme sous le bras et des histoires à faire dormir les veuves. Il voit Bala silencieux, le regard lourd. Il voit Nadi essuyer ses larmes en cachette. Et il sent que c'est le bon moment pour planter sa graine. Assis sur une chaise bancale, il fait claquer sa langue et dit « Mon frère, il y a un homme. Pas un homme comme les autres. C'est un ancien. Un marabout. Il vit à Soukabu, au bord de la rivière Nkassa. Il voit les choses que même les morts ne voient plus. Il a aidé des couples, il en a même ramené un enfant à une femme ménopausée. » Bala le regarde. Longtemps. Il ne dit rien. Nadi baisse la tête. Son silence est un cri. Mais ce que Bala ignore, c'est que cette suggestion n'était pas innocente. Ce n'était pas une corde tendue à un frère. C'était un piège tissé avec les cheveux de la jalousie et la salive du serpent. Une semaine avant cette visite, Tamba était déjà à Soukabu. Il n'est pas venu saluer le marabout comme un croyant, non. Il est arrivé avec un sac de mil, un pagne neuf, et surtout, une parole empoisonnée. Assis face au vieux marabout, un homme au regard trouble, la barbe mêlée de cendres, les doigts noueux comme les racines du fromager, Tamba baisse la voix et dit « Un couple va venir. Bala et Nadi. Ne leur donne aucun vrai remède. Ne leur ouvre pas le vrai chemin. L'alliance doit se faire, à n'importe quel prix. » Le marabout ne répond pas tout de suite. Il ferme les yeux, comme pour parler avec l'invisible. Puis il murmure. Ils veulent un enfant, ils en auront un. Mais le prix sera payé, tôt ou tard. Tamba sourit. Un sourire froid. Il lève les mains, fait mine de prier. Mais dans son cœur, c'est la discorde qui l'arrose. Le piège est posé. Le ver est dans le fruit. Et le fruit commence à mûrir. Dans la maison de Bala et Nadi, une tension flotte comme un esprit sans repos. Nadi, chaque soir, met un peu plus de parfum. Comme si ça pouvait cacher l'odeur de l'échec. Bala, chaque matin, passe plus de temps à regarder les habits qu'il ne vend plus. Les clients le trouvent distrait. Les voisines trouvent Nadi trop calme, trop maigre, trop belle pour n'avoir personne qui l'appelle maman. Finalement, après plusieurs jours, Bala cède. Il dit à Nadi. Prépare-toi. Demain, on part à Soukabu. Elle ne répond pas. Mais ses mains, en tremblant, disent merci. Ou pitié. Ou peut-être les deux. Et pendant que le couple prépare des vivres, des offrandes, et leur foi abîmée. Tamba, lui, s'éloigne. Lentement. Satisfait. Comme un chacal après avoir creusé une tombe. Quand on a frappé à toutes les portes, même celles des morts commencent à paraître accueillantes. Bala et Nadi, les yeux lourds, le cœur usé, acceptèrent à contre-cœur.
Non parfois en cet inconnu vêtu d'amulettes, mais par fatigue, par lassitude, par désespoir. Ils partirent un soir, juste avant le crépuscule, le long du sentier rouge menant à Sukabu, ce village coincé entre les collines chauves et la forêt au murmure. La nuit les avait enveloppés comme une couverture de coton noir. Le silence y chantait plus fort que les grillons. Le vent sentait l'argile mouillée et le mystère. Chaque pas vers ce marabout les éloignait un peu plus du monde des vivants. Ils arrivent au cœur de la brousse. Un feu de bois crépite au centre d'un cercle de pierres blanches. Autour, des silhouettes drapées de tissu noir, chantent des paroles anciennes qu'on ne comprend qu'avec l'âme. Une fumée blanche monte lentement vers le ciel, comme si elle voulait avertir les ancêtres. Le marabout les attendait. Immense. Immobile. Le visage peint d'un blanc d'os, les yeux injectés de rouge. Il portait autour du cou des dents d'animaux, des sachets mystérieux, et une longue corde nouée comme un serpent. Il leur fit signe de s'approcher. Pas un mot. Juste un mouvement de la main, sec, comme un couperet. Il leur demanda de s'asseoir dos à dos, au bord du feu, les yeux fermés. Il se plaça entre eux, les pieds nus dans la poussière. Et alors commença l'invocation. Les chants devinrent plus graves. La langue parlée était celle de l'eau, des ancêtres, du monde d'en bas. Les paroles ressemblaient à des vagues, à des gifles, à des caresses. Yenwe, Mbumba, Moklel, Sangani. Que les portes s'ouvrent et que la rivière parle. Le marabout se pencha vers le feu, jeta une poudre noire qui explosa en étincelles vertes. Puis il s'approcha de la rivière Nkassa, cette rivière qu'on disait habitée par des esprits capricieux. C'est là que tout se joua. À la lueur de la lune pleine, le marabout parla à quelqu'un, ou à quelque chose, que Bala et Nadi ne voyaient pas. Il murmura. « Je te donne ce qu'il désire. Mais en échange, tu prendras ce qui t'appartient. À la naissance, elle sera tienne jusqu'à ce que le lien soit brisé. » Un frisson secoua les arbres. Un tourbillon effleura la rivière. Quelqu'un ou quelque chose avait accepté. Le pacte était scellé. Mais le couple, lui, n'en savait rien. Le marabout revint vers eux. Ses yeux semblaient plus creux, comme s'il avait laissé une partie de lui là-bas, sous l'eau. Il leur dit simplement. Marchez, mais ne regardez jamais derrière vous, et vous verrez. Ils obéirent. Comme deux enfants suivant un tambour dans le noir. Ils marchèrent sans un mot, main dans la main, sentant derrière eux une présence, une chaleur, un regard. Mais ils ne se retournèrent pas. Et quand ils arrivèrent chez eux, le coq chanta avant même l'aube, comme si lui aussi avait compris que quelque chose venait de changer. Le pacte a été fait. Mais à quel prix? Le ventre de Nadi commencera bientôt à s'arrondir. Mais derrière ce bonheur, quelque chose veille. Les mois passèrent. Et le miracle que le ciel avait tant refusé, s'installa, tout doucement, dans le ventre de Nadi. Elle ne le dit à personne, pas même à Bala, les 2 premiers mois. Elle avait peur que ce soit encore une fausse alerte, une moquerie du destin, une illusion dansée par ses propres entrailles. Mais quand ses seins commencèrent à gonfler, que la fatigue s'installa comme une tente encombrante, et que ses yeux s'embuèrent à chaque odeur de poisson séché. Elle sut. Le village aussi sut. Parce qu'au marché, Nadi ne se plaignait plus de son dos. Parce qu'elle souriait sans raison. Parce que les femmes du quartier disaient que même les chèvres venaient poser leur museau sur son ventre comme pour écouter un tambour sacré. 9 mois plus tard, par une nuit où la pluie tombait en ligne droite comme des larmes d'ancêtres. Un cri fendit le ciel. Pas celui de Nadi, mais celui de l'enfant. Une fille. Assez tout. Peau couleur du miel noir, yeux larges comme 2 lunes, cheveux déjà frisés comme s'il connaissait les secrets du vent. Quand Bala la prit dans ses bras, il oublia que le monde avait été dur. Il oublia les années, les prières, les nuits pleines de larmes. Il oublia même Tamba. Il pleura comme un homme qui n'a plus besoin de cacher ses faiblesses. Et Nadi, en le voyant pleurer, pleura à son tour. La maison de Bala redevint un tambour vivant. Les voisines venaient porter du mil, de l'huile, des colas, des vœux de longue vie. Les griots passaient le soir pour chanter la beauté d'Assetou. Même les enfants du quartier, d'habitude bruyants, baissaient la voix en passant devant la porte. On disait que l'enfant apportait le calme avec elle.
Mais les anciens, eux, murmuraient. Parce qu'ils savaient que le silence absolu autour d'un bébé est aussi un mauvais présage. Le rituel de remerciement à la rivière Nkassa fut organisé dans la discrétion. Le marabout leur avait dit de venir à la 3e lune après la naissance. Cette fois, ils y allèrent le jour. Pas de chant. Pas d'incantation. Juste un panier de fruits, un coq blanc, et quelques paroles murmurées en tremblant. Nadi déposa l'offrande dans l'eau. Bala versa de l'huile parfumée. Et tous deux s'agenouillèrent. Mais, ils ne virent pas le reflet de leur fille dans l'eau. Seulement 2 ombres, la leur. Et une 3e, floue, immobile, qui souriait. Le temps passa. Assétou grandissait. Avec une beauté qui faisait peur. À 3 ans, elle chantait des berceuses qu'aucune femme du village ne lui avait apprises. À 5 ans, elle regardait les adultes avec une sagesse troublante. À 6 ans, elle parlait seule. Pas comme les enfants imaginatifs. Non. Elle parlait doucement, comme si elle répondait à quelqu'un. Quelqu'un qu'elle seule voyait. Et surtout, elle aimait l'eau. Non, elle ne l'aimait pas, elle l'appelait. Elle se tenait souvent au bord du puits, les yeux dans le vide, comme si l'eau allait lui dire un secret. Parfois, en pleine nuit, Nadi se réveillait et trouvait la petite assise au sol, les mains tremblantes, fixant le mur. Elle disait « Il vient. Maman, il vient encore, il veut jouer. » Malgré tout, la maison était heureuse. Et la joie grossissait comme une mangue mûre quand, 2 ans plus tard, un garçon vint agrandir le foyer. Lando. Joyeux, insouciant, il était le contraire parfait d'Assétou. Il courait, criait, se battait avec les poules, mangeait tout ce qui tombait au sol. Un enfant normal. Un enfant vivant. Bala et Nadi pensaient que la vie avait enfin payé sa dette. Mais la dette, justement, n'était pas la leur. Le contraste devint plus frappant avec les années. Lando riait, Assétou souriait. Lando courait, Assétou observait. Lando tombait et saignait, Assétou tombait, et ne saignait pas. Elle ne se blessait jamais. Elle ne tombait jamais malade. Et quand elle rêvait éveillée. Un jour, Bala surprit sa fille en train de parler à la rivière. Elle disait « Je sais. Pas encore. Mais bientôt, je viendrai. » Bala ne dit rien à Nadi. Il garda cette scène dans son cœur, comme une pierre chaude qu'on ne peut poser nulle part. Mais dans la rue, les murmures recommencèrent. Les enfants évitaient Assétou. Les vieilles femmes faisaient des signes de croix à l'envers. Un jour, une chèvre refusa de traverser la cour quand Assétou était là. Mais Bala, têtu comme un buffle mâle, refusait de voir. Et Nadi, aveuglée par l'amour, fermait les yeux. Le bonheur avait une date d'expiration. Mais le couple ne savait pas que le sablier était déjà retourné. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Il faisait nuit. Mais ce n'était pas une nuit normale. C'était une nuit où la lune refusait de sortir, comme si elle avait peur de ce qu'elle allait voir. Une nuit où même les coqs dormaient la bouche fermée, les chiens ne jappaient plus, et l'air lui-même s'était figé comme un vieux griot qui oublie soudain son chant. La maison de Bala semblait paisible. Assétou dormait, les yeux entr'ouverts comme d'habitude. Lando, lui, ronflait comme un petit tambour brisé, ses jambes en l'air, la bouche pleine de bave d'innocence. Nadi avait enfin trouvé le sommeil, blotti contre Bala, comme autrefois. Mais sous les murs, derrière les cloisons en banco, quelque chose remuait. Le feu ne commence jamais en criant. Il chuchote d'abord. Il glisse comme un serpent sur les fibres du plafond, il lèche les poutres avec patience. Puis, quand il sent que la peur dort profondément, il crie. Et cette nuit-là, le feu cria. Fort. Les flammes jaillirent comme des spectres affamés. Elles déchirèrent les rideaux, avalèrent les meubles. Et dans un fracas d'enfer, la maison de Bala s'embrasa. Des cris. Pas vraiment. Bala se leva en sursaut, mais trop tard. Une poutre enflammée lui barra le chemin. Il poussa Nadi vers la sortie, mais la fumée noire s'enroula autour d'eux, comme les bras d'un esprit jaloux. Assétou, elle, ne bougeait pas. Elle regardait le plafond en feu,
comme si elle attendait quelque chose. Lando criait. Il tapait sur sa sœur. Il tirait son bras. Là c'est tout. Debout. Y a feu. Debout. Elle se leva, sans peur. Sans un mot. Et dans ce chaos, elle prit la main de son petit frère, ouvrit la porte arrière, une porte que personne n'utilisait jamais, et marcha dans la nuit. La maison s'effondra. Avec Bala. Avec Nadi. Avec leur secret. Le lendemain matin, tout le village était réuni autour des cendres. Une fumée lente montait encore, comme si les âmes brûlées hésitaient à quitter ce monde. Le vieux chef du quartier, Baba Kémé, secouait la tête. Ce n'est pas un feu normal, ce n'est pas un feu de cuisine. C'est un feu qui connaît les noms. Une voisine sanglotait. Un griot pleurait en silence. Les gens racontèrent avoir vu une ombre quitter la maison avant l'incendie, une silhouette fine tenant la main d'un petit garçon. Mais personne n'avait osé les suivre. Les corps furent retrouvés côte à côte. Carbonisés, mais toujours unis. Même dans la mort, Bala tenait la main de Nadi. On les enterra sous le grand manguier de la place publique. Les tambours ne jouèrent pas. Les femmes ne dansèrent pas. Ce n'était pas un enterrement de village. C'était un deuil pour les dieux eux-mêmes. Assetou, vêtu d'un pagne noir trop grand, regardait la tombe sans pleurer. Lando, lui, ne comprenait pas. Il cherchait encore son père dans la foule. Il disait « Baba va sortir après. Il dort seulement, non ?» Personne n'osa répondre. Et alors commença une autre histoire. Une nouvelle ère. 2 enfants. Seuls. Sans parents. Sans explication. Mais avec un passé que même les ancêtres avaient peur de toucher. Assetou, ce jour-là, devint une légende. Et le silence dans son regard devint un avertissement pour ceux qui croient que les pactes se paient seulement avec des colas et des incantations. Le temps, ce vieux lézard têtu, avait continué sa course. Les saisons avaient changé la silhouette d'Assetou. La petite fille qui parlait aux rivières était devenue une femme au regard profond, une beauté étrange, aussi attirante qu'inquiétante. On disait d'elle qu'elle n'avait pas besoin de se maquiller. Les esprits eux-mêmes lui dessinent les paupières pendant son sommeil. Son frère Lando, devenu jeune cultivateur, vivait humblement. Mais même dans leur petite case reconstruite au bord du village, les rumeurs voyageaient plus vite que les papillons de saison sèche. Puis un jour, il arriva. L'homme qui allait faire basculer la destinée d'Assetou. Malik. Un commerçant de grande renommée. Un homme bien bâti, parfumé, crâne rasé et barbe taillée comme s'il sortait d'un conte arabe. Il vendait des tissus venus de Lagos, des parfums venus d'Égypte, et des promesses venues tout droit de l'enfer. Mais il avait une faiblesse, Assetou. Le village en parla. Certains dirent qu'il était fou. D'autres, que c'était le destin. Mais en 3 mois de cours, Malik fit ce qu'aucun autre n'avait osé. Il demanda la main de la fille des flammes. Et Assetou, le cœur tremblant, dit oui. Le mariage fut célébré sous un ciel rouge. Un ciel lourd, où même les oiseaux hésitaient à chanter. Les griots jouèrent, les femmes dansèrent, les enfants crièrent de joie. Mais un vieux fou du village, celui qui dort sous les arbres et parle à la lune, murmura simplement. On ne peut pas éteindre une braise avec du parfum ? 3 mois seulement. C'est le temps que Malik passa aux côtés d'Assetou. Un matin, il ne se réveilla pas. Pas de cris. Pas de fièvre. Pas de maladie. Juste un homme froid dans un lit encore tiède. La rumeur explosa comme une noix de cola trop mûre. Elle l'a tué avec ses yeux. C'est une sirène en pagne. Veuve noire. Veuve noire. Veuve noire. Les oncles de Malik, fiers comme des coqs devant la honte, la chassèrent. Ils ne lui laissèrent même pas ses sandales. Elle rentra chez Lando pieds nus, l'âme comme une calebasse brisée. Le silence reprit sa place. Dans la cour. Dans la chambre. Dans son cœur. Assetou ne parlait plus. Elle regardait le ciel comme on cherche un secret oublié. Et la nuit, elle rêvait encore des rivières, mais cette fois, les eaux étaient rouges. Puis vint un matin pas comme les autres.
Un matin où le destin se promenait à cheval. Le prince Ghana, du royaume voisin, visitait les champs de mil avec sa garde. Il avait entendu parler de la fertilité du sol, mais c'est la sécheresse du regard d'Assétou qui le foudroya. Elle, penchée sur une tige de gombo, releva la tête. Et lui, sur son cheval blanc, perdit pied, sans même descendre. Il revint le lendemain. Et le surlendemain. Puis une semaine après, il envoya ses anciens demander la main d'Assétou. Le village trembla. Même les murs du chef frissonnèrent. Un prince veut épouser la femme de la malédiction? Mais Ghana avait vu au-delà des rumeurs. Il avait vu une douleur noble. Une grâce maudite. Une force silencieuse. Assétou hésita. Elle avait peur. Pas pour elle. Pour lui. Et si je te perds toi aussi? Il répondit simplement. Alors je mourrai heureux. Et dans un soupir, une larme, et un sourire à peine né. Elle dit oui. Sans savoir que ce oui allait réveiller ce que même la rivière Nkassa avait oublié. Quand un homme épouse une femme, il prend avec elle ses secrets. Mais quand un prince épouse une fille scellée par une rivière, ce ne sont plus des secrets qu'il embrasse, ce sont des malédictions. Les premières nuits, le prince Ghana rêvait de bonheur. Il voyait Assétou rire au bord d'un champ d'arachides. Il la voyait allaiter leurs futurs enfants sous un baobab aux feuilles d'or. Il rêvait en couleur. Puis, le rêve vira au cauchemar. La première nuit, ce fut un frisson. Une sueur froide dans le dos. Comme si une main glacée effleurait sa nuque. La deuxième nuit, il sentit une voix. Pas un son, une voix dans sa tête. Elle ne t'appartient pas. La troisième nuit, il se réveilla étranglé. Ses lèvres violettes, ses yeux injectés. Assétou dormait, paisible, à ses côtés. Mais ses doigts étaient froids, trop froids pour une vivante. Alors Ghana fit ce que les rois sages font en silence. Il convoqua l'oracle de sa mandala. Celui dont on dit qu'il parle à la foudre. Et qui comprend les rêves avant même qu'on les raconte. Le vieil oracle entra, vêtu de feuilles sèches et d'un collier fait de dents de chien. Il posa ses mains sur la poitrine du prince, ferma les yeux, et soupira. Un soupir qui fit trembler les flammes du foyer. Puis il dit. Tu as uni ton sang à une fille de l'Alliance. Son ventre a été béni par les eaux, mais aussi possédé. Un mari des eaux veille sur elle, et ils ne partagent pas. Le silence tomba dans la pièce comme une machette. Le prince recula, choqué. Mais je l'aime. L'oracle, les yeux vides, répondit. Alors il faudra choisir. La briser, ou mourir. Ainsi commença la marche vers la délivrance. L'oracle donna l'emplacement d'une rivière inconnue, cachée derrière les collines rouges de Bamara. Une rivière que même les oiseaux contournent. Assétou, lorsqu'on lui annonça la vérité, pleura en silence. Mais elle ne protesta pas. Elle hocha la tête. Comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait. Le rituel exigeait 3 choses. 1. Le sang d'un animal jamais caressé par l'homme. On égorgea un serpent à plumes trouvé dans la forêt sacrée. 2. La parole d'amour sincère prononcée au bord de l'eau. Le prince Ghana, les larmes aux yeux, parla. 3. L'acceptation de la douleur par la fille de l'Alliance. Et Assétou se laissa faire. Le soir de la pleine lune, les tambours se turent. Le vent s'arrêta. Même les crapauds retinrent leur chant. Le marabout lança la poudre d'éclat de miroir dans l'eau. Un tourbillon bleu surgit, aspirant les flammes du feu. Assétou s'évanouit, comme happé par un souffle invisible. Elle hurla. Pas un cri d'humain. Un cri ancien. Un cri de rivière. Puis, le silence. Un silence lourd. Et soudain, son corps se détendit. Elle ouvrit les yeux. Ses yeux n'étaient plus troubles. Plus hantés. Ils étaient clairs. Clairs comme l'eau d'un puits au matin. Elle était libre. Mais au loin. Très loin. La rivière Nkassa bouillonnait doucement. Comme un esprit vexé, qui n'avait pas encore dit son dernier mot. Assétou, jadis fille de l'eau et des pactes murmurés dans la nuit, est devenue femme libre. Libre comme le vent du Sahel qui ne demande la permission à personne.
À ses côtés, le prince Ghana, cet homme dont l'âme avait résisté aux griffes invisibles du mystère. Ensemble, ils n'ont pas seulement bâti un foyer. Non. Ils ont bâti un royaume intérieur, où les souvenirs douloureux sont devenus le fumier d'un avenir fleuri. Le premier-né fut une fille, Ndali. Sa voix avait la douceur du lait caillé au petit matin. Elle riait comme une source claire et regardait les gens comme si elle lisait à travers leur cœur. Puis vint Sékou, le garçon. Intelligent comme un vieux sage caché dans un corps d'enfant. À 8 ans, il récitait les histoires anciennes mieux qu'un griot payé en mille et en cola. Les anciens du village disaient, ce garçon a les yeux de ceux qui ont déjà vécu 1000 vies. Le peuple, qui autrefois murmurait derrière les nattes tressées, disait maintenant tout haut. La lignée est bénie. Ce qui était malédiction est devenu lumière. Comme quoi, parfois, la rivière maudite peut devenir source de bénédiction, si l'on a le courage de la traverser à pieds nus, le cœur nu, l'âme nue. La maison d'Assetou et Ghana est devenue un lieu sacré. Pas à cause des briques ou des objets non, mais à cause de l'énergie, du souffle. On disait qu'à la pleine lune, les feuilles frémissaient en rythme avec le cœur de la rivière. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus de peur. Juste des murmures d'espoir. Et alors que la caméra s'élève doucement, quittant les rires des enfants, les pas légers dans la cour rouge et les ombres des manguiers au couchant, la voix off, grave et pleine de mémoire, murmure. Dans le silence des eaux, certains pactes dorment. Mais seule la vérité libère. Chers interlocuteurs, retenez ceci. Il ne faut pas avoir peur des mystères, mais il ne faut jamais jouer avec les forces que votre cœur ne peut pas porter. Car ce qui commence dans l'ombre peut finir dans la lumière, à condition d'oser la vérité. Nous voici à la fin de notre, si elle vous a plu laissez-nous votre commentaire et partagez pour l'avis et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.